Tête de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Voilà, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. Donc on est sur le 8e de finale de cette émission des Têtes de Sion, donc tournoi de printemps qu'on a tenu à organiser par rapport bien sûr au fait qu'on est tous à la maison, confinés par rapport au coronavirus. Comme je pense que je n'apprends rien à personne, mais on s'est dit à Studio Kalita qu'on ne voulait pas que les gens écoutent uniquement de l'information Corona et que vous aviez droit aussi à des divertissements. Donc on s'est dit qu'il fallait continuer ces divertissements éventuellement pour vous les proposer également. Et c'est pour ça qu'on a pensé à faire une forme de tournoi, voilà, de duel, avec aujourd'hui, on reçoit pour la première fois, et je veux dire que je suis très honoré, puisqu'il nous fait le plaisir de venir pour la première fois dans cette émission. C'est donc le patron de Kalita qui est là, le grand patron, on va dire, de Kalita, le président de Kalita qui est avec nous, monsieur Marc Eisenberg. Salut Marc. Bonjour, moi je viens que pour le Corona. Et voilà, exactement. J'espère que par la suite, on aura le droit de t'avoir en studio aussi. Je parle du Corona, la bière. La bière. Ah, la bière, je sais pas, on voit pas. Là, on n'a pas le droit de montrer à la télé des boissons alcoolisées. On a droit? Je sais pas, on n'a pas le droit. On va te dire qu'on n'avait pas le droit. Alors voilà, donc très content de te recevoir Marc pour cette émission. Et donc face à lui, on s'est dit qu'on allait amener un gros calibre, puisque c'est un habitué des émissions des Têtes de Sion. Et on s'est dit que c'était le temps de vous proposer aussi contre Marc Eisenberg, le chef David Berda est avec nous. Salut David. Voilà, grand patron des EI en Israël, des EI, et bien sûr, il fait aussi de la cuisine, vous le voyez aussi il y a aussi des programmes de cuisine. Voilà, et donc maintenant que je vous ai présenté les deux protagonistes de ce 8e de finale, comme vous le savez, les deux premiers 8e de finale ont été gagnés par Sabrina Moïse qui a battu Edwige Chekoun 4-1 et Franck Sayada qui a battu Yom Tov Kalfon 3-2. C'était dans les émissions précédentes et donc c'est très simple, il va y avoir 5 questions. Le premier qui arrive à 3 points gagne, on va les faire les 5 de toute façon et passe en quart de finale. Et donc le principe, l'émission est très simple, je pose des questions où la réponse est ultra connue, seulement la question est faite en sorte que vous n'allez peut-être pas la trouver immédiatement. En tout cas, nous on va à la première question, David, si tu as vu. Alors la première question est la suivante. Qui a dit à propos de l'antisémitisme, heureusement que ma mère n'est plus là pour voir ça? Alors, qui c'est qui a dit ça? Heureusement que ma mère. Alors, heureusement que ma mère n'est plus là pour voir ça. Qui c'est qui a dit ça? Alors, il faut chercher. Non, c'est Jésus. C'est pas Jésus qui a dit ça. C'est plus récent. C'est pas Spielberg non plus, mais essayez de trouver dans quel domaine on est. Sinon, c'est pas la peine de lancer des noms. Alors, dans quel domaine? Dans le cinéma. On n'est pas dans le cinéma. Michel Jonas. C'est Michel Jonas. Bonne réponse. Oh là là. Bonne réponse. Est-ce qu'on te souffle? On se souffle. Bonne réponse de Marc Eisenberg. Michel Jonas. Oui, monsieur. Exactement. Exactement. Tout à fait. C'est Michel Jonas qui a dit ça. Voilà, vous allez le voir apparaître. C'est l'excellent site lemondejuif.info qui nous informe que le musicien Michel Jonas a réalisé à la multiplication des actes antisémites commis ces derniers temps en France. Vous savez à quoi je pensais ces derniers temps? Heureusement que ma mère n'est plus là pour voir ça. Ma mère, partie de Hongrie pour arriver en France, a eu ses parents et 4 de ses frères qui sont partis en fumée par les cheminées d'Auschwitz. A-t-il dit au magazine 20h30 le dimanche diffusé sur France 2, donc en prime time. Je me dis heureusement qu'elle n'est pas là pour voir les croix gammées sur le portrait de Simone Veil, pour voir Juden sur les vitrines d'un commerçant juif, Sarah Halimi et Mireille Knoll assassinés parce que juives. La mémoire souillée d'Ilan Halimi en tant qu'autre acte antisémite rappelant hors de l'agression ont été victimes le philosophe Alain Finkielkraut en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Elle me dirait Michel, je ne comprends pas, ça existe encore? Eh bien oui, a-t-il poursuivi. Voilà, c'est donc Michel Jonas effectivement qui a dit ça. Ça fait 1-0 pour Marc et on passe à la deuxième question. La règle du jeu, c'est juste de répondre à la question. C'est tout. Oui, il faut poser les questions. Alors, il y a que moi qui les pose les questions ici. Non, mais il faut poser une question pour trouver. Après, à la fin, on t'en laissera une. On t'en laissera une pour le fun. Après, non, je pose la question. Donc, la règle du jeu, c'est on répond à tes questions.
Exactement. On cherche les réponses à mes questions. Voilà, exactement. C'est tout ça pour l'instant. Et on est à la question numéro 2. La question est la suivante. Qu'est-ce qui a été conçu en Israël en 1904, inspiré du pushke en yiddish boîte en fer blanc? Alors en 1904, il y a quelque chose qui a été conçu. Alors qu'est-ce qui a été conçu en 1904? Vous connaissez tous ce truc. Quelque chose qui existe Un toujours. aliment. C'est pas un aliment. C'est pas un aliment. C'est quelque chose. Un chapeau, le bob. C'est pas un chapeau, non. David? C'est un vêtement. Quelque chose qui existe toujours, quelque chose qui. Alors c'est pas un vêtement et ça existe toujours, même on s'en sert toujours encore. Toujours à la maison. Alors c'est religieux. C'est religieux, tout à fait. À la base, c'était pas religieux, mais c'est devenu religieux. Mais à la base, quand ça a été créé, c'était pas religieux en fait. Alors, c'est lié à la construction? C'est pas lié à la construction. On s'en sert Je t'ai pas entendu, David. Le Shabbat, on s'en sert? Non, on peut pas s'en servir le Shabbat. Ça, c'est une bonne question. On peut Mais pas après Shabbat. On peut s'en servir, pas Shabbat. Après Shabbat. Non. Et après. Non, on peut s'en servir dans la semaine. David, il faut que tu te rapproches de ta Wi-Fi parce qu'on t'entend pas bien. Ça bouge un peu. Remets-toi là où tu étais tout à l'heure, même si c'est moins dans la pénombre. Alors, on est dans quoi? On est en 1901. Vas-y, Marc. Et en Europe, on ne s'en servait pas. Si, on s'en servit, ça a été créé. Voilà, c'est le KKL qui a créé ça. C'est la Tzedaka. C'est la boîte de Tzedaka. Exactement. Bonne réponse de David Verda. Tout à fait. C'est le tronc de Tzedaka du KKL. Ça fait un partout. Le KKL est créé en 1901 suite à une décision du 5e congrès sioniste à Bâle. Dès 1884, le professeur et rabbin Tzvi Herman Shapira, père de l'idée du fonds social, suggère à ses collègues d'utiliser le pushke, en yiddish une boîte en fer blanc, pour la collecte de fonds. Il présente l'idée du fonds du premier congrès sioniste en 1897, mais décède en 1898, avant de voir se matérialiser cette idée. Au départ, le KKL est financé grâce à des fonds provenant d'une part des ventes de timbres-poste KKL, d'autre part de dons récoltés dans les fameuses boîtes bleues, répandues dans toute la diaspora et qui remplissent en même temps une fonction pédagogique. C'est donc à partir de 1904 que les boîtes sont envoyées aux communautés du monde juif et distribuées dans de nombreux foyers et établissements d'enseignement juif. L'utilisation de la boîte bleue est rapidement acceptée et répandue également parce que c'est la figure du fonds de charité accepté par les générations de culture juive. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, environ 1 million de boîtes sont distribuées en Europe. Dans les écoles, les enfants sont encouragés à mettre une partie de leur argent de poche dans la boîte bleue avec la participation active de leurs parents. On l'a tous fait à l'école. Cette coutume provoque l'influence directe de chaque juif sur l'avenir du peuple et de son pays et contribue à renforcer le lien entre juifs et la terre d'Israël. La boîte devient vite le symbole de la connexion et de l'unification du peuple dispersé autour des espoirs de rédemption dans la patrie. Voilà ce qu'on peut dire sur cette boîte. Exactement, il s'agissait bien de la boîte de Tzedaka, la fameuse boîte de la KKL. Et donc, ça fait un partout, messieurs. Et on passe à la troisième question. C'est parti. Alors, la troisième question est la suivante. La troisième question, il m'a dans une émission, alors David y sait, mais Marc, tu ne sais pas, c'est tout le temps une question qui a en rapport avec la Bible, mais dont la réponse peut être donnée de tous. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de connaissances en Bible pour trouver la réponse, mais ça a toujours un rapport avec la Bible. Donc, la question sera la suivante pour aujourd'hui. Quel objet apparaît pour la première fois dans la Torah sous son nom usuel en hébreu moderne dans le livre des Nombres, chapitre 31, verset 50? On est dans Bamidbar, Perek Lamed Aleph, Pasuk Nun. Alors, de quel objet s'agit-il? Redonne la citation là. De quel objet s'agit-il? Alors, non, vous devez me trouver un objet. Peu importe, c'est un objet ultra connu qui n'a rien à voir. En fait. C'est un objet qu'on utilise aujourd'hui dans nos cuisines? Non, ça s'utilise. C'est pas en cuisine. Alors, c'est dans quel domaine? Dans la construction. C'est pas dans la construction. Un objet du culte? C'est pas un objet du culte. Religieux? C'est pas un objet religieux. Non. C'est un objet de berger? Non, pas de berger. Alors,
C'est un objet qui c'est un rapport avec l'être humain, on va dire. Un habit. C'est pas un habit, mais c'est pas loin. La kippa. C'est pas un habit, mais c'est pas loin. C'est pas la kippa non plus. Le tzitzit. Non, c'est pas un habit. C'est pas un habit. La chaussure. Alors Marc, si c'est pas un habit, ça peut être quoi? Alors, couverture. Qu'est-ce que tu dis? Une couverture. C'est pas une couverture. Un drap. Non, c'est un rapport avec l'être humain. C'est une tente. C'est pas une tente, mais on va dire que c'est comme un habit, l'être humain peut le porter. Le parapluie. Non. Peut le porter. Oui, il peut l'avoir, il peut le mettre. Il peut le mettre, mais c'est pas un habit. C'est un chapeau. C'est pas un chapeau. C'est pas un habit. Non. C'est pas un habit, c'est pas un habit. Alors, c'est principalement destiné… Un bijou. C'est un bijou, exactement. Et lequel? La bague. Non, pas la bague. Le collier. Non. Un bracelet. Non. Bracelet. Non, on s'approche. Des boucles d'oreilles. Un pendentif, un tour de boucle d'oreille. Une boucle d'oreille. Bonne réponse de David Berda, exactement. Bonne réponse de David Berda. C'est une boucle d'oreille. Marc avait deviné le bijou quand même. Bon. Exactement. Vous allez tout de suite le découvrir. Voilà. On est donc dans le Bamidbar, Perek Lamed Aleph Pasuk Nun, dans le livre des Nombres, chapitre 31, verset 50. Vanakrev et Korban Hashem, Ish Asher Matza Kelizav et Sada, Vetsamit Tabat, Agil Vechumaz, Lechaper al Nafshotenu Lifne Hashem. Je vous donne la traduction de ce verset. Nous apportons donc en hommage à l'Éternel ce que chacun de nous a trouvé de joyaux d'or, chaînettes, bracelets, bagues, boucles donc boucles d'oreilles, et colliers pour acheter nos âmes devant l'Éternel. Exactement, il s'agit de boucles d'oreilles. Tout à fait, exactement. Et donc, ça fait 2-1 dans cette… Pourquoi tu as choisi boucle plutôt que chaînette, bracelet ou bague? Alors, Agil, c'est une boucle. Agil, c'est une boucle d'oreille. Agil, c'est une boucle d'oreille. Tabat, c'est une bague. Samit, ça va être un bracelet. Mais Agil, c'est une boucle d'oreille. T'es d'accord? D'accord. Mais dans ce verset, tu aurais pu choisir autre chose. J'aurais pu choisir. C'est vrai. Mais peut-être dans une prochaine émission, je ne sais pas. Mais là, j'avais choisi la boucle d'oreille là pour ce verset. Voilà, exactement. Et ben, donc ça fait 2-1 pour David et on va passer à la 4e question. Allez, Marc. Ça fait 2-1. Tout le monde peut encore gagner dans ce match. Alors, la 4e question est une question blitz. En fait, on va parler d'une personnalité. Alors, attention. Je vais vous donner des bribes d'informations sur une personnalité. Le premier qui trouve quelle est cette personnalité remporte le point, tout simplement. Et donc, attention, je vais dire elle, mais ça peut être un homme ou une femme. Donc, on est d'accord? C'est une femme ou un homme, je vais dire elle. En régie de Souriel, dès que tu es prêt, tu me fais signe et on va y aller à partir de maintenant. Top, c'est parti. Elle est née le 17 septembre 1935 à Bucarest, en Roumanie. Vous pouvez proposer tout ce que vous voulez. C'est pas Goldamir, mais c'est ça l'idée. Vous proposez tout ce que vous voulez. Elle est diplômée d'études supérieures en histoire à la Sorbonne. Attention, ça peut être un homme. Son père fut interné à Drancy, puis déporté vers Auschwitz-Birkenau. Simone Veil. Elle est victime en 1979 d'une tentative d'assassinat. Elle se rend à Téhéran pour protester contre l'exécution de juifs libanais. Elle soutient Nicolas Sarkozy. Elle soutient Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle de 2012. En 2017, elle considère que la reconnaissance de Jérusalem Maurice Widerman. Comme capitale israélienne par les États-Unis est la reconnaissance d'une réalité. Elle suggère également que la ville entière devienne la capitale des Nations Unies. En 2015, elle est décorée du Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale. Non, en 2015, elle est décorée du Grand Croix de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne. Oui. Le nom de sa femme… Beat Klarsfeld. Non, mais c'est son mari. Serge Klarsfeld. Bonne réponse. Et de Marc égalise à 2 partout, tout à fait. Il s'agit de Serge Klarsfeld, exactement. Voilà, je vous ai donné, bien sûr, alors je ne vous ai pas parlé des justes, etc., parce que je vous ai donné des informations, bien sûr, qui ne sont pas très connues sur Serge Klarsfeld, sinon vous l'aurez trouvé tout de suite. Mais effectivement, il s'agit bien de Serge Klarsfeld, voilà.
Bien sûr, il est connu de tous, un grand combattant qui a recherché, on va dire même un chasseur de nazis pendant des années. Voilà. Et donc, vous l'avez trouvé, bien sûr, Marc, de Colacabo. Donc, ça fait 2-2. Hein. Donc, on va aller jusqu'au bout dans cette finale. Le combat est dur, hein, mais je savais que j'avais affaire à dur. Hein. Voilà, exactement. Donc, le combat est dur pour ce 3e, 8e de finale. Il y a une place en quart de finale à gagner. Ça fait 2-2. Et on va à la 5e question à l'effet pété. Alors, la 5e question de cette émission est toujours une question qu'on a déjà posée, puisque je m'adresse toujours aux webtateurs et aux webtateuses qui ont déjà vu l'émission, ou éventuellement aux gens qui ont déjà participé. S'ils ont de la mémoire, c'est une question que j'ai posée il y a plus d'1 an. Et donc, dans les émissions dernièrement, je repioche une question que j'ai déjà posée pour voir si vous vous en rappelez. Et donc, la question aujourd'hui est la suivante. En fait, c'est pour ne pas travailler, ça. C'est tout. Exactement, ça me fait bosser, moi. Exactement, ça me fait. Je trouve que 4 questions maintenant sur les 5, exactement, et après je choisis. Exactement. Et donc, la question pour aujourd'hui est la suivante. À quelle activité en rapport avec le judaïsme le Hollandais Johan Huybers a-t-il consacré 4 ans de sa vie? Le judo. Non. Bah, une activité en rapport avec le judaïsme. Ah oui, le judo. Ouais. J'avais pas vu ça. L'archéologie. Oui, monsieur. L'archéologie. Alors, l'archéologie en Terre Sainte, non. Et c'est pas bête, en fait. Non, pas l'archéologie, non. Mais le nom. Alors, il s'appelle Johan Huybers. On n'a pas le droit de chercher sur Google. Hein. Non, je n'ai même pas entendu le nom. Huybers. Ah ouais. Johan Huybers. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un truc en rapport avec le judaïsme, mais il y a consacré 4 ans de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il était juif à la base? Non, il n'est pas juif. Il s'est converti? Non. Non, il n'est pas juif. Des recherches souterraines? Non, c'est pas des recherches agricoles. Non, c'est pas des recherches. Il n'a pas recherché quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé. Il n'a pas inventé quelque chose. Il a fait quoi? Il a écrit. C'est en quelle année? Quelque chose. C'est pas, il n'a pas écrit. On est en. C'était il n'y a pas longtemps. Hein, c'était en 2012. En 2012. En 2012, il est venu en Israël? Non, il n'est pas venu en Israël du tout. Il l'a fait de loin? Il l'a fait là où il est, ouais. Mais c'est un rapport avec le judaïsme? Ouais, il a fait en Hollande en fait. Il a rénové une synagogue. Il a pas rénové, mais c'est pas loin. Il a construit la synagogue. Alors, une question. Il a construit quelque chose. Il a construit quoi? Un mikvé? Non, il n'a pas construit un mikvé. Il a construit quoi? Ça l'a pris 4 ans. Il a reconstruit quelque chose qui existait? Il a fait un rouleau de la Torah. Il a construit un rouleau de la Torah. Il a écrit un rouleau de la Torah. Non, il a construit quelque chose. Ça a duré 4 ans. Il a construit quelque chose en rapport direct avec le judaïsme. Il a construit une menorah. Pas une menorah. Une voiture pour passer la mer Rouge. Non, allez, on fait chacun son tour. David, à toi. Il a construit quelque chose qu'on peut utiliser le Shabbat. Non. À toi, Marc. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Si je vous dis oui, vous pouvez balancer une réponse. Vous pouvez. D'accord. On est quoi dans le judaïsme, par exemple? C'est un homme? Oui, c'est un homme, mais ça va pas t'aider, ça. Mais donc maintenant, je peux donner. Non, il a un oui, donc il peut répondre. Oui, tu peux répondre. Alors, qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il a construit? Ah, c'est ultra connu, hein. 4 ans, ça lui a pris. Je peux répondre? Alors, vas-y, cherche. David, à toi, tente quelque chose. Il a construit une bibliothèque? Non, pas une bibliothèque. Mais non, un truc en rapport avec le judaïsme. Bah, à part une synagogue, un mikvé. Il a construit une souka. Non, c'est pas une souka. C'est avant dans la Torah. Allez. C'est avant? On va vous aider. C'est avant l'histoire. Il a construit un temple. Pas un temple. Qu'est-ce qu'il a construit, Marc? Pour qui pour? Avant le temple. Marc. Bah, c'est qui pour? Non. Qu'est-ce qu'il a construit? Il a construit l'arche d'assignation. Non, l'arche de Noé. Il a construit l'arche de Noé. Bonne réponse de David. Ouais, mais bon. Exactement. Il a construit l'arche de Noé. C'était aussi simple. Voilà, voici presque un quart de siècle que Johan Huybers, un homme d'affaires hollandais, profondément chrétien, lisait l'histoire de l'arche de Noé à ses enfants juste avant de les coucher. Je me suis alors demandé si quelqu'un, peut-être Disney, avait bâti une réplique de cette arche, a-t-il raconté. Et j'ai dit tout fort que si personne ne l'avait fait, je le ferais.
J'en ai construit une aux bonnes dimensions, soit plus de 120 mètres de long et 23 mètres de haut, comme le prescrit la Torah. Cette arche qu'il a fallu 4 ans pour construire, avec l'équivalent de 12 000 arbres pour fournir le bois nécessaire, a été terminée en 2012. Son concepteur ne souhaite pas qu'elle reste sur place à faire des allers-retours sur la rivière Maas. Mais la destination que je préférais est Israël, a précisé l'agence télégraphique juive, celui qui dit que son amour pour le peuple juif et pour son État et qui l'a poussé à trouver des fonds pour partir ce bateau. Mais pour ce faire, outre les autorisations indispensables, il doit trouver 1,3 million de dollars pour transporter l'arche. En effet, celle-ci, conformité biblique oblige, n'a bien entendu pas de moteur. Il faut donc louer des remorqueurs pour la faire traverser les mers et la faire venir en Israël. Voilà. Eh bien… Je crois que David m'a mené en bateau. Non, je dois quand même dire que c'est une victoire quand même qui a été amenée beaucoup par les paroles de Marc. Hein. Voilà, exactement. Mais en tout cas, voilà, bon, le score… Toute aide est la bonne devenir. 3-2 pour David. Voilà, messieurs, je vous remercie. Je remercie Marc, on t'attend dans les studios de Kalita pour une prochaine émission avec plaisir. Merci à David Bertha. Voilà, à bientôt. C'est une 8e. Bye. Merci. Salut, bye. Ciao.